on a prévu de vous parler un petit peu du projet, comment il est né, euh, vous parler du film sans vous spoiler. Donc voilà, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions quand vous voulez, que ce soit interactif. On vous voit pas, je connais pas trop le site, mais je sais pas s'il y a un moyen de lever la main ou en tout cas sinon vous nous interrompez en ouvrant le micro. Il y a vraiment aucun problème, on vous en voudra pas. Euh, Peut-être qu'on peut d'abord tous les deux se présenter rapidement, Tristan, et puis après comme ça on embraye sur Way. Ouais, vas-y. Allez, ok, ça marche. Bon, bah, du coup, moi, je m'appelle Antoine. Ça fait 4 ans que j'ai terminé mes études. Donc, j'étais en école de commerce. Et c'est dans le cadre de mes études qu'avec Tristan et Caroline, on est parti réaliser ce projet dans le cadre de notre année de césure. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je travaille dans un cabinet de conseil en RSE qui s'appelle Goodwill Management. Donc, je travaille sur notamment les thématiques du carbone à travers des bilans carbone, des stratégies bas carbone, et j'accompagne aussi des entreprises un peu plus largement sur des sujets comme les achats responsables ou sur leur reporting CSRD, notamment la nouvelle directive européenne. Donc je travaille un petit peu sur tous ces sujets-là. Et à côté de ça, euh, avec Tristan et Caroline, on essaye de déployer un documentaire qu'on a co-construit et dont on va vous parler juste après. Merci Antoine. Moi donc c'est Tristan. On a fait la même école en fait avec Antoine et Caroline et c'est là qu'effectivement on a donné vie au tout début de ce projet. Moi j'ai poursuivi un petit peu après l'école de commerce en faisant un master 2 en économie de l'énergie en région parisienne et puis j'ai travaillé à la R&D de EDF. Et puis là, maintenant, ça fait quelques mois que j'ai arrêté parce que je voudrais faire une thèse en économie écologique. Donc voilà, donc j'ai dû prendre du temps pour moi pour à la fois trouver un sujet qui me motive suffisamment et puis après trouver tout l'encadrement, les financements, etc. C'est tout un parcours du combattant pour essayer de commencer voilà une thèse au plus vite, donc certainement en juin ou en septembre. Donc voilà. Merci, merci Tristan. Et pour compléter, donc la troisième personne avec qui on a voyagé, donc Caroline s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Et au niveau professionnel, elle était bloquée ce soir. Caroline qui travaille dans une structure qui fait la même chose que la mienne, qui s'appelle l'agence Déclic. Et voilà, depuis 3 ans également. Donc on suit un peu des parcours tous les trois similaires dans notre envie aussi de nous engager dans notre vie professionnelle en parallèle de notre vie perso. Et la quatrième personne, on va dire pilier dans notre projet, c'est donc le frère de Tristan qui s'appelle Vincent et qui nous a aidé en amont du projet à nous préparer à prendre des rushs, à faire des interviews et donc à capturer des images pour notre documentaire. Et c'est également lui qui nous a accompagnés, donc qui nous accompagne depuis 2 ans et demi sur la post-production avec ses équipes. Voilà, donc ces deux personnes n'ont pas pu être là, mais on voulait quand même vous faire la présentation un peu complète de l'équipe. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, dans un premier temps, je vais un peu vous parler de la genèse du projet, comment le projet est né, puisque c'est un projet vraiment entrepreneurial de A à Z. On a démarré un petit peu comme quand vous parliez du groupe des shifters il y a 4 ans, de la page blanche, jusqu'à arriver il y a quelques mois, la diffusion de notre documentaire au cinéma. Et puis, donc, moi, je vous parlerai un petit peu plus de l'amont, et puis Tristan vous parlera un peu plus des 2 dernières années de post-production et pour aboutir justement à la diffusion au cinéma. Donc, Et déjà, comme vous le disiez, tu veux rajouter quelque chose, Tristan? Pardon, excuse-moi. puis peut-être juste pour ajouter, pour éviter les confusions, on va souvent parler de Way. Donc Way, c'est Ah oui. l'association qui porte ce projet-là et qui a donné naissance au film Les Pieds sur Terre. Mais c'est vrai que ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on est habitué à parler de Way et on est en train de faire la transition vers Les Pieds sur Terre. Mais on continue. Enfin, l'association, ça s'appelle toujours Way et c'est toujours elle qui porte le projet. Donc voilà, c'est juste pour donner cette précision-là. Ouais, t'as bien raison de préciser ça. Donc, ouais, il y avait un peu deux choix aussi pourquoi on a choisi ce nom. C'était pour, ben, il y avait l'abréviation We Are Young et il y avait cette idée aussi d'engagement de la jeunesse au moment où on était pendant nos études de se dire,
on est jeune, on a le temps et l'envie de s'engager pour un futur meilleur. Et puis il y avait aussi toute la symbolique de Way pour la traduction anglaise de le chemin et l'importance du chemin à parcourir plus que la destination. C'est quelque chose qui nous a aussi animé beaucoup pendant tout le voyage bas carbone qu'on a pu réaliser. Et donc l'association, on l'a créée en 2020. Donc l'idée est née en 2019. On a été encadré par des professeurs de notre école pour créer ce projet entrepreneurial. Donc on a créé une association de loi 1901. Également pour s'entourer on s'est entouré de partenaires qui nous paraissaient cohérents pour financer dans un premier temps le voyage, puis dans un deuxième temps financer la post-production. Donc, dans nos partenaires, on a notre école qui nous a beaucoup aidé, on a également la SNCF et voilà d'autres entreprises un peu moins connues, mais voilà qui nous ont aidés à déployer le projet. Donc on a créé cette association tous les trois et on a commencé à préparer quasiment 1 an de préparation de voyage. Et quand je dis préparation de voyage, c'était pas forcément nous préparer physiquement, parce que même si on a eu une partie vélo, c'était pas ça qui nous prenait le plus de temps, c'était surtout de contacter des personnes sur place qui seraient intéressées par être interviewées, chercher aussi les personnes pertinentes par rapport à notre sujet qui était la thématique du voyage, donc scientifiques, chercheurs. On a pu rencontrer aussi des sociologues, des grands voyageurs, voilà, un peu tout type de profil. Et puis à côté de ça, la préparation, c'était aussi beaucoup quels moyens de transport on va utiliser et comment on va le faire de manière la moins carbonée possible. Donc on a eu toute cette année de préparation, donc fin 2019 et fin 2020. Et puis alors qu'on s'apprêtait à partir on va dire en juillet, il me semble que c'était juillet 2020, vous vous rappelez tous qu'à ce moment-là, on a un certain Covid qui a commencé à nous embêter un peu. Donc on a repoussé le départ de notre voyage et puis on est parti le tout début novembre 2020, au moment où le deuxième confinement était annoncé. Donc on est un petit peu parti à la limite du reconfinement et je vous spoil pas le film, il y a une partie de notre itinéraire qui a fortement été bouleversée par les fermetures des frontières, ce qui fait qu'on a dès le début dû se réadapter. Toutes les personnes qu'on avait prévu d'interviewer, avec qui on était en contact depuis 1 an, c'est tombé à l'eau, on n'a pas pu les interroger, donc on a dû trouver d'autres personnes dans d'autres pays. Et puis voilà, le voyage s'est vraiment construit au fil de l'eau. Un de nos mots préférés pendant le voyage, c'était l'adaptation. Donc on s'est beaucoup adapté et puis finalement on a fait des rencontres assez extraordinaires, que ce soit des rencontres humaines comme on peut tous en avoir en voyage lorsqu'on est un petit peu ouvert à l'inattendu, mais également des rencontres riches en termes d'apprentissage un peu plus technique et avec des interviewés passionnants, comme je vous disais, beaucoup de chercheurs, également des personnes habituées à voyager de manière bas carbone et qui avaient pas mal de tips pour nous. Donc plein d'enseignements comme ça qu'on a compilés et qu'on a essayé ensuite de retranscrire au mieux dans le cadre de notre film. Qu'est-ce que je peux dire? Donc on a utilisé pas mal de modes de transport. Je préfère dire bas carbone que zéro carbone parce que rien n'est jamais 100% décarboné. Et ça, je pense que vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir. Donc notamment parmi eux le vélo. Donc on a eu la chance d'avoir un partenariat avec la branche économie circulaire de Decathlon au siège dans le Nord qui nous a donné pas mal de matériel d'occasion. Parmi cela, du matériel de voyage à vélo, des sacoches, qui étaient donc déjà utilisés, qui étaient d'occasion, et donc qui a rendu un peu plus décarboné notre équipement. Les vélos également. Et puis voilà, tout un tas de petits matériels qui nous a permis aussi de nous lancer et de se sentir encore mieux en voyage, car on avait le sentiment de ne pas avoir eu pour préparer notre voyage on va dire à carboner notre planète. Donc le vélo, premier moyen de transport assez bas carbone qu'on a pu utiliser.
Ensuite, pour nous rendre dans un autre pays qui était assez éloigné de notre premier pays. Volontairement, je ne cite pas les pays. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler parce que l'idée, c'est aussi que vous ayez peut-être envie de voir le film. Et donc, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais il y a un pays beaucoup plus éloigné qu'on a rejoint ensuite en transport en commun. Donc, quand j'ai transport en commun, train, bus et même bateau. Et puis, autre mode de transport, là pour le coup qu'on peut encore plus se rendre fier de ce mode de transport décarboné, c'est le voilier. On a aussi testé cette manière de voyager. Et puis, voilà, donc on a l'habitude de dire avec Tristan et Caroline qu'on a à la fois nous-mêmes appris à voyager de manière décarbonée, tout en réfléchissant aussi à ce que ça voulait dire voyager différemment, voyager autrement, voyager plus en conscience. Et ça, c'est vraiment les interviews qui nous ont permis de le compléter. Oui, Charles, très bonne, très bonne remarque. Donc, alors, l'itinéraire de départ qui était prévu, c'était de partir donc du siège de Decathlon avec qui on était en contact, donc à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France, à côté de Lille, de faire un top départ de chez eux et puis de remonter toute l'Europe du Nord à vélo, donc en passant par la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, et puis rejoindre la Suède. Donc tout ça en 2 mois environ. On avait pas mal d'intervenants à rentrer en Belgique, un petit peu moins aux Pays-Bas et au Danemark, mais on en avait quand même. Et en Suède, c'était vraiment l'idée on s'était dit, si on a un peu le temps, on ira en Suède, mais on va pas prévoir d'interview avec eux parce qu'on ne sait pas si on aura le temps d'atteindre ce pays-là. Puisque au bout de 2 mois, l'objectif était de prendre un porte-conteneur à Hambourg, en Allemagne, pour traverser l'Atlantique et arriver jusqu'à Sao Paulo au Brésil. Et puis de Sao Paulo, remonter l'Amérique du Sud jusqu'au Mexique. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'itinéraire de base qui finalement a été plutôt chamboulé puisqu'on n'a pas fait grand-chose de tout ce qui était prévu. Donc ça, je vous spoil un petit peu, mais vous en serez douté. Donc voilà, juste pour vous donner aussi le pourquoi, le porte-conteneur, c'est un moyen de transport qui est considéré comme décarboné étant donné que les bateaux qui transportent des marchandises non sans polluer, hein, puisque bien sûr les porte-conteneurs polluent jusqu'à ce que les innovations nous permettent d'avoir des voiles assez grandes pour déplacer nos cargos, mais c'est pas encore d'actualité. Il y a quelques places dans les porte-conteneurs pour faire transporter des passagers. C'est généralement quand même assez cher, mais voilà, étant donné qu'on considère que peu importe si vous êtes sur le bateau ou sur le bateau, ou enfin vous êtes sur le bateau ou qu'il n'y ait personne, de toute façon le transport va partir. C'est pas comme dans un avion où le jeu de l'offre et la demande va impacter le nombre d'avions qui vont décoller. Pour un porte-conteneur, c'est pas le cas. C'est-à-dire que peu importe si vous êtes là, pas là, de toute façon, votre porte-conteneur il partira. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme un moyen de transport décarboné. Et on s'est dit, on a envie d'aller en Amérique du Sud parce qu'on sait qu'il y a plein de choses à y découvrir, que ce soit en termes de voyage pour nous-mêmes ou en termes de personnes à aller interroger sur place. Et c'était un des moyens les plus simples pour nous qui étions pas du tout des marins dans l'âme et donc pour qui le bateau stop était quelque chose de moins envisageable, en tout cas selon nous à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi cette alternative du porte-conteneur. Voilà, et on avait prévu de rentrer de notre voyage en avion. Ça, c'était l'itinéraire de base qui du coup a été chamboulé comme je vous le disais. Et donc on est rentré de notre voyage en mars 2021. Plein d'enseignements, plein d'interviews passionnantes, complètement changées au plus profond de nous, avec vraiment des nouvelles perspectives. Et on est rentré en se disant il faut qu'on partage notre aventure, il faut qu'on partage nos enseignements parce que on sait que ça peut contribuer à planter cette petite graine. Mais à côté de ça, et là je te laisse la main juste après Tristan, on n'est pas du tout des professionnels de l'audiovisuel, on a fait une école de commerce, on est juste revenu avec des images et il y avait vraiment tout à construire pour ensuite aboutir à un documentaire
qui puisse avoir un impact sur un public tiers qui n'avait pas forcément suivi notre voyage. Et je peux peut-être te passer la main, Tristan, pour Ouais, reprendre ici. carrément. Oui, donc effectivement, euh, bah voilà, on est parti donc avec cette envie vraiment de faire un film documentaire de cette aventure, parce que vraiment l'objectif c'était à la fois donc d'expérimenter le voyage bas carbone, mais c'était aussi et surtout d'aller voir des experts du sujet qui avaient creusé la question de comment est-ce qu'on pouvait réduire l'impact environnemental du voyage, et aussi comment est-ce qu'on pouvait imaginer des façons de voyager qui soient moins carbonées. Et donc pour ça, on est allé rencontrer pas mal d'experts différents, où c'était donc des chercheurs, mais aussi des entrepreneurs, des voyageurs, des explorateurs, des personnalités publiques, etc. Mais donc du coup, quand on est parti, c'est vrai qu'on se disait qu'on allait revenir un peu avec un kit clé en main de comment est-ce qu'on peut voyager autrement. Et en fait, bah, quand on est revenu, on s'est dit bon bah voilà, là on a réussi à accumuler beaucoup de matières, beaucoup d'enseignements, mais il faut qu'on les pose à présent sur le papier. Et en fait, progressivement, on s'est rendu compte que finalement, les enseignements qu'on avait pu tirer de ces rencontres-là et de ce voyage-là, ce n'était pas uniquement bah, des éléments, comment dire, enfin des choses à mettre en place. Il y avait aussi toute une réflexion sur le voyage et sur les manières de voyager autrement. Et donc, du coup, il a fallu mettre tout ça par écrit et de se rendre compte qu'en fait, il y avait à la fois des éléments très concrets sur comment est-ce qu'on pouvait voyager autrement. Ça, c'était un peu les 5 grands piliers qu'on avait identifiés. Et Antoine on a cité plusieurs, notamment donc les transports, l'équipement aussi, on en a parlé, le fait de faire attention à comment est-ce qu'on peut s'équiper de seconde main, etc. Mais il y avait aussi l'alimentation, il y avait les loisirs et l'hébergement. Ça a été un peu les 5 piliers sur lesquels on a pu questionner aussi les différents experts qu'on a rencontrés. Et puis après, et ben, il y a tout l'aspect plus philosophique, j'aurais envie de dire, de comment est-ce qu'on peut repenser notre façon de voyager, repenser notre conception du voyage. Et là où on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais leviers d'action aussi sur les imaginaires qui étaient derrière le voyage et sur, voilà, sur un certain nombre de choses dans notre quotidien qui influencent la façon dont on voyage. Et donc tout ça, en fait, c'est des conclusions aussi qu'on a réussi à tirer après bah, une grosse année d'écriture, parce que effectivement, comme le disait Antoine, quand on est rentré, on pensait qu'on allait réussir à faire ce film en 6 mois, que ça allait être très rapide, et en fait, on a été très vite confronté à la réalité et on a été remis les pieds sur terre sans faire de mauvais jeu de mots. Et donc, du coup, il a fallu vraiment s'atteler au travail de l'écriture. Donc, à commencer par mettre sur le papier l'intégralité des interviews qu'on avait réalisées, aller sélectionner les différents passages, et surtout, le plus dur derrière, c'était de se dire comment est-ce qu'on raconte une histoire avec tous ces enseignements-là, parce que et nous, c'est ce qu'on a commencé par faire en réalité, c'est-à-dire qu'au bout d'un an d'écriture, on avait réussi à synthétiser l'essentiel des enseignements de ce voyage et des rencontres qu'on avait faites, mais on aboutissait à quelque chose qui ressemblait plus à une disserte qu'à un film. Et parce qu'en fait, nous, on avait vraiment la vision très logique, en fait, presque thèse, antithèse, synthèse, où on essayait de montrer quels étaient les éléments qui avaient favorisé le fait à ce qu'on voyage aujourd'hui d'une façon qui peut être particulièrement carbonée. Et après, comment est-ce qu'on pouvait essayer d'envisager une façon de voyager qui soit différente. Mais derrière, ça faisait pas vraiment une histoire. Et c'est vrai que c'est là où, du coup, on a eu besoin d'aide, donc notamment donc de mon frère et de ses équipes, donc de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, qui nous ont aidés dès la réécriture en fait de cette première version de script pour en faire vraiment une histoire et qui soit agréable à suivre bah, pendant un long métrage, et que ça soit pas simplement un peu rébarbatif d'un documentaire, voilà, qui ferait plutôt une sorte de catalogue des alternatives et des différents enseignements. Et donc ça, c'est vrai que ça a été une grosse partie du travail, où pendant, bah, pareil, quasiment un an,
il a fallu réécrire encore et encore pour essayer de trouver la bonne formule qui fasse que bah, finalement nos apprentissages viennent enrichir une histoire qui soit intéressante à suivre. Et donc, ça a été le gros travail de la post-production, donc d'abord de l'écriture et ensuite de la post-production. Normalement, dans un film plus traditionnel, on essaye d'écrire avant, c'est-à-dire qu'on sait déjà à peu près qui on va rencontrer, ce qu'on va raconter, ce qu'ils vont nous dire, et donc on a une première vision de la trame. Puis derrière, on arrive à affiner avec ce qu'on a eu vraiment et faire un film. Nous, il a fallu faire dans l'autre sens, donc de vraiment écrire à partir de ce qu'on avait réussi à récolter. Et donc, à l'issue de ces multiples écritures, et ben là encore, il a fallu s'entourer de professionnels avec les bonnes compétences. Bah, à commencer par le montage. Donc là, mon frère nous a d'abord aidé, puis ensuite c'est vraiment un monteur de son équipe qui a pu vraiment bah, nous permettre de donner vie au film. Mais c'est aussi un ensemble de corps de métier dont on n'avait pas du tout pris conscience à l'origine. Là encore, on n'était pas des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel, donc on n'en avait pas du tout conscience. Donc c'est toutes les étapes d'étalonnage, donc c'est tout ce qui est la colorimétrie de l'image, c'est toutes les étapes de graphisme. Voilà, on a une carte animée pendant le film, bah, il faut réussir à la mettre en image, il y a différentes incrustations, etc. Et puis après, tout ce qui va être composition musicale, montage et mixage son, voilà. Et puis après tout ça, avec aussi le fait que bah notre projet à la base il était assez amateur, donc il a fallu aussi réussir à pallier parfois certains manques, notamment d'image. Donc là aussi, il a fallu se creuser un peu la tête et faire preuve de créativité pour réussir à faire en sorte que ce film ressemble vraiment à un long métrage professionnel. Et donc après, comme on l'a dit, hein, 2023-2024 sur post-production, on a réussi à donner vie et à faire l'avant-première de ce film fin septembre 2024, donc à l'UGC Danton, donc dans une salle à Paris. Et voilà. Et donc après, ça a lancé bah, la dernière grande étape du projet, c'est-à-dire celle de la diffusion. Donc là, on est plutôt au début. On a pu organiser oui, une dizaine de diffusions depuis l'avant-première, donc principalement à Paris et à Lyon, pour des publics assez variés, c'est-à-dire qu'on a fait deux grandes avant-premières à Paris, ouvertes un peu au grand public, une à Lyon du même registre, et puis sinon, après, c'est auprès de nos partenaires, donc la SNCF par exemple, le M Lyon, donc notre école également, mais sinon, c'est aussi auprès du public étudiant. On a une diffusion qui a été faite à la Sorbonne. Dans quelques semaines, il y en aura une à l'IET de Lyon. Voilà. Après, il y a un ensemble de diffusions qui sont organisées et donc pour des publics assez variés, aussi avec une cible en particulier auprès des festivals, principalement des festivals donc qui vont être assez engagés, en tout cas sur les thématiques écologiques, et si ce n'est vraiment sur la thématique du voyage également. Donc voilà, donc c'est un peu cette dernière grande étape et où 2025 va vraiment être le moment où on va essayer de le diffuser au maximum, parce que nous, l'objectif de ce projet depuis le début, c'est d'avoir bah, l'impact le plus important possible, de réussir à toucher un maximum de gens et de réussir à voir dans quelle mesure on peut apporter notre pierre à l'édifice et réussir à finalement transformer les imaginaires liés au voyage et essayer de diffuser aussi des pistes d'alternatives pour réussir à concrètement bah, décarboner sa façon de voyager et penser à des alternatives. Donc voilà à peu près. Je ne sais pas si Antoine, tu as des éléments que tu voudrais rajouter, mais je pense que c'est à peu près tout pour ce Ouais. qui est vraiment de la présentation du film, des coulisses, etc. Et puis après, effectivement, le mieux, ça sera de voir le film pour vraiment en tirer bah, tout ce qu'on veut en tirer, enfin en tout cas de vraiment avoir une représentation de ce que ce film peut véhiculer comme message. Ouais, bah, juste pour te compléter, Tristan, puis après on pourra ouvrir les questions. Euh, ce qui nous a aussi marqué, c'est que comme le disait Tristan, je vais répéter, mais
on était vraiment parti dans l'idée de se dire on va revenir et on aura un guide clé en main de comment on voyage différemment. Voilà, tels moyens de transport sont décarbonés, utilisez-les. Regardez comment faire pour vous équiper différemment en voyage. Telle alimentation est adaptée ou non. Enfin voilà, on a vraiment nos 5 piliers qui étaient comment bien s'héberger et puis quelles activités touristiques on peut faire sans avoir un impact énorme. Et on s'est rendu compte, c'est aussi pour ça qu'on est content d'être là, qu'on avait certes, il fallait faire attention à ces 5 piliers, mais qu'il y avait un truc à faire encore plus puissant du côté des imaginaires. Et à partir du moment où quelqu'un changeait sa perspective du voyage, sa définition de ce qu'est un voyage désirable et de ce qu'est un bon voyage, et ben on s'est rendu compte qu'en travaillant là-dessus, en fait, l'impact serait encore plus décuplé. Et c'est ça qui nous a animés quand on est revenu, parce qu'on pensait pas du tout revenir avec des enseignements autour des imaginaires. C'est quelque chose. Vous deviez déjà être familier à ce moment-là de ces notions, mais nous de notre côté, c'était pas quelque chose qu'on envisageait et qu'on avait en tête. Donc c'était vraiment chouette de le découvrir. Et oui, peut-être un dernier élément, on aura le plaisir d'être là pour les prochains univers shiftés. Donc le film, il sera diffusé. Euh, voilà, on n'a pas encore le détail du quand, on est en contact encore avec l'organisation qui n'a pas son planning finalisé. Mais en tout cas, on y sera bien pour présenter les pieds sur terre. Et peut-être pour te compléter, en tout cas, Antoine, après peut-être à aborder sur les parties questions, enfin si certains Ouais. en ont. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des origines du projet, comment il a été mis en place, etc. Après, effectivement, comme là, on a commencé à le faire, on pourra, si vous souhaitez, en rentrer un peu plus dans le détail sur les enseignements concrets qu'on a tirés de ce voyage-là et des différentes rencontres, etc., sans spoiler trop les principaux messages du film. Ouais, bah merci beaucoup Antoine et Tristan. C'est trop cool. Enfin, je commence pour prendre la parole parce que bah donc je sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui ont vu le film. En tout cas, moi j'ai eu la chance de le voir. Je sais plus quelle diffusion. Enfin, c'était UGC à Paris. Et il y a deux, trois choses qui m'ont beaucoup effectivement marqué dans le film. Il y a d'abord enfin, cette manière que vous avez de vraiment dramatiser cet enjeu de, bon, je la fais, enfin, encore une fois, pas de spoiler, mais l'enjeu c'est allez-vous faire votre voyage et surtout allez-vous rentrer en avion après avoir fait tout ce voyage de parfois un peu de galère hein, pour dire les choses ou parfois enfin très très beau, très qui va dans plein de paysages différents, de climats différents. C'est assez extraordinaire. Capacité à faire un sac à dos pour tout type de climat qui est assez intéressant. Et vous montrez aussi comment vous faites dans le film, donc c'est assez chouette. Donc ça d'abord peut-être première question comment encore une fois sans spoiler mais comment vous avez réussi à faire tourner un petit peu autour de ce nœud dramatique parce que nous ce qui nous intéresse aussi au nouveau récit bah, c'est un peu comment on utilise ce que t'expliquais Tristan sur comment avec ton frère enfin comment ton frère vous a surtout fait transformer votre disserte en émotion. Ça c'est le premier point qui pour moi est vraiment dans le film. Il y a un autre aspect qui pour moi était plus d'ordre de où ce film a été présenté et un peu la sociologie aussi des gens qui ont pu voir ce film. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu. Donc on était UGC Danton, donc en plein centre de Paris. On sentait que c'était, je sais pas quels étaient exactement les gens, mais c'était potentiellement des gens qui venaient aussi de vos réseaux d'école ou des gens autour de vous qui étaient et en fait, il y a cet enjeu, ce très grand enjeu de l'aviation, enfin le voyage carboné par l'aviation, c'est essentiellement quand même une certaine partie de la population. Et donc j'étais en fait assez content de voir que bah, le public ce soir-là
c'était un petit peu, j'ai aussi fait une école de commerce, donc j'ai un peu reconnu la sociologie du public, où je me disais, bah, c'était vraiment des gens qui aujourd'hui sont potentiellement des gens avec des revenus relativement importants, CSP supérieurs, et donc de voir ces gens confrontés à cet imaginaire-là et à ces arguments-là, à ce plaidoyer-là, j'ai trouvé ça très très intéressant. Je sais pas vous comment vous ensuite aujourd'hui vous l'abordez aussi dans la diffusion du film, parce que c'est un aspect très important de vous avez un message qui est très fort et à qui est-ce qu'il s'adresse et comment vous l'adressez aux personnes qui vous semblent les plus concernées. Tristan, ça te va si je réponds un peu à la deuxième et toi plus, enfin, ou après tu complètes et tu reprends peut-être sur la première plus la partie Ouais, audiovisuelle. Ok. carrément, Bah carrément. non, mais sur la sociologie, c'est hyper intéressant, Charles, parce que pour le coup, au début, comme dans tout projet, on s'est dit on veut s'adresser à tout le monde, c'est important que ça ait un impact le plus grand possible. Donc, on n'a pas forcément, dès le début, eu envie de cibler un public. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant et en creusant le sujet, on s'est rendu compte que aujourd'hui, le voyage, c'était très polluant, ça on le savait, mais c'est surtout une très infime partie de la population qui contribue grandement au tourisme carboné qu'on peut et les dérives qu'on peut observer aujourd'hui. Et on s'est dit, faut vraiment qu'on se serve du fait que, comme tu dis, on est en école de commerce, on est entouré aussi de personnes qui voyagent frénétiquement, qui travaillent beaucoup et donc qui se permettent ensuite de consommer le voyage de manière assez frénétique, comme on pourrait consommer euh, n'importe quoi d'autre dans notre vie de tous les jours. Et on s'est dit que vraiment il fallait nous concentrer sur cette cible. Et c'est aussi pour ça qu'on est vraiment content aujourd'hui de diffuser dans des écoles parce qu'on se dit que c'est à ce moment-là qu'on construit aussi notre conception du voyage. Bien sûr, ça peut être plus tôt, ça peut être dans notre adolescence, mais c'est surtout une fois qu'on a, nous, le pouvoir de consommer, qu'on a, on va dire, un salaire, qu'on peut nous-mêmes faire nos choix de voyage et qu'on peut, voilà, qu'on a cette liberté-là, que potentiellement on peut avoir le plus gros impact. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se dit qu'en allant dans les écoles, dans les universités et même dans les entreprises, c'est là qu'on va pouvoir toucher des gens quand ils commencent vraiment à, à apprendre, on va dire, à voyager en autonomie. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on pour le cas des retours, on a pas mal de copains qui, pour le coup, n'ont pas encore fait le shift, mais qui, pour qui le film a eu beaucoup, enfin, en tout cas, a planté une petite graine. Et aujourd'hui, on reçoit régulièrement des questions sur comment faire, quel itinéraire emprunter, quel outil utiliser. Euh, euh, Également, on a beaucoup de connaissances qui viennent nous voir en disant je fais des efforts, j'essaye, j'ai pas encore réussi à complètement arrêter de prendre l'avion ou à arrêter de rêver de l'autre bout du monde, mais j'y réfléchis. Et rien que ça, le fait de planter cette petite graine et de faire réfléchir, nous fait dire qu'on ne s'est pas trompé de cible et qu'il faut qu'on continue absolument à essayer de montrer le film. Ce qui, ce qui est aussi intéressant et ce dont on n'a pas parlé, c'est que nous, on a complètement pris le parti dans notre film, contrairement à d'autres documentaires qui sont, voilà, c'est pas un jugement, c'est plutôt un parti qu'on a pris. Contrairement à certains documentaires qui sont un petit peu moralisateurs, nous, on a vraiment fait le choix de tout miser sur donner envie de faire autrement, donner envie de voyager autrement. Euh, donc, que les gens ressortent de notre film et se disent, waouh, j'ai envie aussi de voyager différemment, j'ai envie de tenter des choses, j'ai envie de m'ouvrir et pas se disent waouh, dans 10 ans on aura consommé l'intégralité de notre budget carbone, euh, je, je, je vais changer par l'aspect culpabilisation, enfin en me culpabilisant. C'est un moyen qui existe. Nous on a vraiment voulu prendre le contre-pied de cela et donner envie parce qu'on pense que ça marche mieux quand quelqu'un a envie de faire quelque chose différemment, que ça lui apporte quelque chose plutôt que de faire culpabiliser. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense aujourd'hui on a des gens qui essayent parce qu'ils en ont envie, tout simplement. Et Peut-être que je peux te laisser rebondir, Tristan. ouais, bah en tout cas, enfin, moi je partage tout ce que tu viens de dire et pour compléter, c'est vrai que sur l'aspect un peu sociologique,
C'est vrai que concrètement, et quand on prend par exemple donc le cas très précis de l'aérien, enfin, c'est effectivement les personnes les plus privilégiées qui le prennent le plus, hein, et même, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais en gros, il y a 80% de la population sur Terre qui n'a jamais pris l'avion, donc ça fait que 20% qui l'a déjà pris, et parmi ces 20%, c'est qu'une infime partie qui représente la majorité des émissions liées à l'aérien. Et donc, du coup, et il y a aussi le côté, le voyage, enfin l'aérien loisir, c'est aussi une part très importante des émissions. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus d'aller cibler les personnes qui, en fait, sont les plus consommatrices de ce moyen de transport. Et en fait, bah, c'est une chance ou, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas que ça correspond finalement au milieu dans lesquels bah, on est investi quand on sort d'école de commerce comme la nôtre. Et c'est vrai que quand nous on est parti assez vite, on s'est dit en fait, on a presque envie de s'adresser soit à notre nous-mêmes d'avant le voyage, soit à finalement nos amis qui viennent d'être diplômés d'école de commerce et qui entrent dans la vie active. Donc il y avait vraiment le fait de se dire qu'effectivement, il y a cette sociologie-là qu'on avait envie de cibler, à la fois donc à privilégier et aussi bah, souvent assez jeune, qui a plus de temps pour voyager, qui effectivement dépense beaucoup d'énergie dans son travail, donc du coup a vraiment envie de tout couper quand il part en voyage. Et donc voilà, donc en tout cas c'est sûr que c'est une cible vraiment importante et pour nous donc et c'est pour ça que c'est à la fois pertinent auprès des entreprises, des étudiants, mais aussi dans les entreprises d'aller en tout cas poser cette question-là. Et comme le dit Antoine, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours assez positifs de gens, y compris de gens qui sont vraiment attachés à ce moyen de transport, bah, de dire voilà, ça commence à planter une graine, et puis bah, sur un voyage de tenter une alternative, et puis après c'est deux, puis après c'est trois. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit, c'est qu'en fait, c'est en essayant de donner envie de voyager autrement, comme dit Antoine, que bah en fait le fait de montrer que c'est possible une fois, ça peut l'être deux, ça peut l'être trois, et où en fait la conclusion c'est vraiment pas de dire il faut arrêter de voyager, mais c'est de dire on peut vraiment voyager autrement. Et il existe en fait un océan de possibilités qui sont vraiment très satisfaisantes. Et voilà. Et en tout cas, enfin nous, c'est vraiment notre conception, c'est qu'aujourd'hui on reprendrait l'avion pour rien au monde, non pas tellement pour l'aspect environnemental, mais plus encore parce que on n'envisage plus de voyager comme ça, parce qu'il y a tellement d'autres solutions qui nous apportent beaucoup plus. Donc voilà sur l'aspect un peu sociologique. Et puis donc du coup pour venir sur l'aspect plus narratif, c'est vrai que bah, nous le parti pris, parce que c'est vrai que le sujet de l'aviation c'est un sujet qui est vraiment épineux. Enfin, on sent que c'est un sujet un peu touchy parce qu'on vient toucher aussi dans l'intimité des gens, dans des choix de consommation, dans des choix personnels. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident à évoquer. Et nous, le parti pris, ça a été de dire, bah, en fait, on a conscience que c'est pas forcément facile de s'en défaire, mais donc on va nous raconter notre histoire et notre évolution par rapport à ce sujet-là notamment et à d'autres, comment est-ce qu'on a évolué. Donc je pense qu'effectivement c'est ce qui nous a permis aussi de pas être moralisateur. En tout cas c'est vraiment le but, c'est de montrer à l'écran bah, que nous aussi en tout cas on a des difficultés quand il s'agit de changer drastiquement de façon de faire, et que voilà, et que c'est un phénomène qui est assez normal, et que bah, c'est en s'adaptant, en se réinventant qu'on arrive à passer à autre chose, et à découvrir plein de nouvelles choses qui sont souvent encore plus belles. Donc voilà. Et peut-être pour rebondir sur la remarque de Claude, qui est tout à fait juste sur sa pose du temps, la question du temps disponible pour voyager. C'est une question centrale hein, sur laquelle on a beaucoup réfléchi également, le temps. Euh, une des conclusions qu'on a tirées, c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Euh,
si on accepte de moins consommer dans la vie de tous les jours, de pas avoir 50 voitures, de pas avoir 50 chemises, 50, ben, peut-être également qu'on peut se poser la question de pas avoir en tête 50 destinations à faire absolument dans notre vie. Et dans ce cas-là, enfin, c'est un petit peu la même chose que consommer dans la vie de tous les jours. Consommer le voyage, il faut le faire aussi de manière plus modérée. Et lorsqu'on s'est un petit peu mis ça en tête, bien sûr, il y a des destinations qu'on ne pourra pas faire, mais de toute façon, le monde est tellement vaste qu'il est impossible de tout faire. Eh bien, on se recentre aussi sur des destinations peut-être plus locales, ou si elles sont plus lointaines, eh ben, peut-être qu'il y aura qu'un ou deux, trois grands voyages dans nos vies. Mais c'est vrai que nous on le dit de manière assez naturelle parce que ça fait 3, 4, 5 ans qu'on change petit à petit. Mais moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'imagine mes voyages, je me dis, bon, bah voilà, pour prendre un exemple concret, l'été prochain, je pars en Norvège. Bah, rien que le fait d'imaginer le chemin pour y arriver, les villes que je vais pouvoir traverser, tout le temps que ça va prendre et les rencontres qu'on va pouvoir faire, les modes de transport qu'on va utiliser, bah c'est vraiment hyper réjouissant et je trouve ça plus réjouissant que de me dire je vais me téléporter d'un point A à d'un point B. Donc il y a plein de manières aussi de faire de la contrainte du temps, au contraire, une opportunité d'encore plus apprécier son voyage, bien sûr, tout en sachant il y a forcément un moment où il faut accepter qu'on pourra, euh, enfin que je parle pour moi, que je pourrai jamais voir tous les pays du monde, ni aller dans toutes les destinations. Mais en même temps, il y a tellement de belles choses partout que finalement, est-ce que c'est vraiment une perte? Ça, bon, après, à chacun de se faire son idée. Mais on est toujours dans l'idée aussi de consommer moins, consommer mieux, consommer différemment. Comme pour tout autre sujet environnemental, il y a cette idée de consommer différemment. Voilà. Et, bon alors, Est-ce que je peux, moi, je m'interpelle sur la suite à donner à ce film, dans le sens, voilà, là, vous la diffusez, tout ça, c'est trop bien. Et je me demandais si vous aviez l'intention de refaire un autre film ou de partir, de continuer dans ces questions de, justement, de nouveaux récits ou de cinéma, maintenant que vous y avez touché. bah, c'est une très bonne question. C'est vrai que souvent, parce que on s'est pas mal entouré de projets un peu similaires aux nôtres, et c'est quand même apparemment assez fréquent que quand on a fait un premier film, on a mis un peu le doigt dans l'engrenage, on a envie d'en faire d'autres après. Euh, Enfin là, moi je parle en mon nom, mais je pense que Antoine, tu partageras certainement ça, et je sais que c'est le cas aussi de Caroline. Euh, Nous, l'ambition pour l'instant, c'est pas de refaire un film tout de suite. Enfin, déjà, ça a été un gros projet sur plusieurs années, ça a été une longue aventure, mais donc du coup là, on se voit pas se relancer tout de suite dans un autre film, et je crois pas qu'en tout cas, enfin, en ce qui concerne nous trois, qui est vraiment des ambitions de continuer dans le secteur du cinéma ou de l'audiovisuel. Par contre, ce qui est complètement différent pour le reste de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à commencer par mon frère et le reste des équipes, où pour le coup, eux, c'est vraiment leur métier et leur envie de poursuivre dans cette voie-là. Maintenant, nous, comme derrière, enfin vraiment, l'objectif principal, c'était d'avoir le maximum d'impact. On y voit beaucoup d'importance et surtout on y prend beaucoup de plaisir à s'inscrire dans la diffusion et dans un temps qui est assez long, enfin au sens où bah là encore on fait ça un peu avec les moyens du bord, mais du coup on voilà, on a envie de le diffuser quand même le plus largement possible. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va approfondir au moins sur 2025 à travers, comme je le disais, bah, les festivals. Et j'ai vu que tu avais cité le festival Grand Bivouac d'Albertville, donc on s'empressera de le noter et d'aller voir un peu si on peut rentrer dans les cases de ce festival-là. Mais en tout cas, on sent que à la fois à travers le film et les échanges qu'il y a derrière, on a le sentiment qu'en termes d'impact, bah, il y a un impact qui est assez grand, enfin en tout cas à notre échelle. Donc du coup, avant de chercher à aller sur un autre projet éventuellement audiovisuel, plutôt capitaliser au maximum là-dessus pour essayer de vraiment bah, faire en sorte que ça porte les fruits de ces longues années de travail. Donc voilà, en tout cas,
on s'y attelle. On a essayé de trouver, pour donner un peu aussi des détails sur la diffusion, on a essayé de trouver un distributeur côté cinéma. Donc plusieurs distributeurs ont vu le film. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, c'est difficile quand on n'est pas, voilà, notre film, c'est pas le Comte de Monte-Cristo. Les gens vont pas se précipiter dans les salles pour aller le voir. Et globalement, pour les films documentaires, c'est pas toujours évident. Là, en plus, sur un sujet comme celui-là, donc voilà. Donc le cinéma, ponctuellement, il y en aura d'autres, des diffusions. Par contre, on ne sait pas si on fera un jour une sortie nationale comme d'autres films. Mais voilà, en tout cas, on essaye de trouver à la fois donc des, 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 des des débouchés côté festival, projection privée, en entreprise, en collectivité, en université, etc. Et puis après, bah aussi voir sur des débouchés plus, peut-être à plus long terme, bah, à voir si télé, si ça peut marcher, ou sinon sur des plateformes de VOD, etc. pour que là encore, il soit le plus vu possible. Et puis pour te compléter, Tristan, c'est vrai que c'est un, on est assez content du fait qu'on pense que notre film, il est pas daté, c'est-à-dire il pourra se réutiliser dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et on se dit autant mettre notre énergie à essayer de le diffuser et à essayer de planter le maximum de graines plutôt que de se dire on se lance dans un nouveau projet alors qu'on estime qu'on n'a pas été au bout de celui-là. Et puis encore une fois, comme disait Tristan, c'est pas vraiment notre métier. On, on a vraiment galéré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour l'instant, on a surtout envie de le diffuser et de maximiser ouais, l'impact qu'on peut avoir. Ça veut dire que dans votre narration, vous avez réussi à gommer justement les problématiques liées au Covid? Tu dis que c'est pas daté. C'est-à-dire que gommer les problématiques liées au Covid, au Oui. fait que des trucs étaient fermés. C'est quelque chose Non, alors pas ça, dans l'histoire. pour le coup, ça s'inscrit vraiment dans une temporalité assez précise qui est celle du Covid. Donc ça, c'est clair que pour le coup, à ce niveau-là, c'est un peu daté. Maintenant, c'est vrai que c'est plus sur les enseignements, les conclusions qu'on en tire et globalement, une fois dépassé un peu l'approche contextuelle de cette période qui a été un peu particulière, il y a le sentiment que les enseignements restent valables et donc peuvent permettre d'avoir des débats autour de ça. Donc je pense qu'en tout cas, enfin, c'est plus sur cet aspect-là Oui. Qu'il n'est pas daté. Mais par contre, effectivement, il y a quand même ce côté, pour le coup, 2020, 2021, avec le Covid. Oui, en ce sens-là, c'est sûr qu'il est daté. On sait à quelle période il appartient. Mais par contre, c'est des enseignements, j'ai envie de dire, qui, enfin, en tout cas, sont encore valables. Ouais, Merci Tristan de la précision. Je suis dégoûté parce que je serai à l'univers shifté, mais je vais pas pouvoir voir votre film parce que je vais courir de partout. J'espère bien réussir à vous y croiser, mais ouais, je vais être dans les captations vidéo, tout ça, donc je serai Ah oui, dans d'accord. endroit. Mais par contre, déjà, tout ce que vous racontez, ça donne trop envie de le voir, ce film, vraiment. Et puis, cette image-là, hyper puissante de juste vous trois, justement, sans voiture, sans moto, même sans vélo, face à ce long truc. C'est hyper puissant, je trouve vraiment cette image hyper forte. Ça a été, j'imagine que c'est sans doute un moment du film. C'est peut-être un truc que vous avez fait avec un truc qui vole, un drone là, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'était un moment spécial dans le tournage ou cette scène? Ouais, alors, enfin, en tout cas, oui, donc c'est bien fait avec un drone. Et effectivement, c'est un moment important dans le film. Alors, j'essaye de pas trop en dire, mais c'est aussi dans un lieu qu'on a complètement découvert et qui, justement, en termes de représentation, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je pense que j'aurais pas, enfin, je connaîtrais pas ce lieu, je saurais pas trop où me situer aussi. Donc, ouais, c'est un moment important dans le film où finalement aussi on comprend des choses et voilà. Et en tout cas, nous, ça a été une expérience aussi de voyage assez marquante à cet endroit-là. Ouais, et puis, pour te compléter, Trist, c'est un moment où, enfin, c'était un moment de plénitude. On était sur la fin de notre voyage et on avait le sentiment d'avoir compris des choses que l'avenir allait être différent pour nous, en tout cas. Et ouais, il y a vraiment, quand moi je vois cette image aussi, j'ai vraiment ce sentiment
C'est pas peut-être pas la bonne métaphore, mais un peu on a terminé le jeu, on a compris et on a envie de le partager maintenant. Et il y a cette idée il nous reste quand même un très long chemin et c'est pour ça que il y a ce désert aussi dont on ne voit pas la fin. C'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et ben pour faire enfin pour que de nouveaux imaginaires puissent devenir majoritaires, on va dire. Et donc il y a toutes ces symboliques là un peu en même temps. Et ouais, c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette image. Après, ça fait peur aux gens. Ouais. Pas de souci. Non, mais pas de souci, effectivement. Si je me suis demandé s'il n'y a pas d'autres questions et bon, visiblement, donc ce que je comprends, c'est que vous pourrez, en tout cas, voir le film à l'université. C'est à quelle date de C'est l'université? 7 et 8 juin. 7 et 8 juin à Montpellier. Et alors, si vous le souhaitez, je peux aussi vous partager le site internet du film. Alors, il va être régulièrement mis à jour. Là, il y a pas mal de choses qu'on doit ajouter. Donc, je vous le mets dans le chat. Donc, c'est lespiedsurterre-lefilm.com. Et dessus, bah, il y a l'ensemble des diffusions. Alors là, comme je dis, hein, il faut qu'on les mette à jour, mais des prochaines diffusions. Donc voilà, si avant, enfin, et notamment Christophe, si tu penses que ça sera compliqué à l'université, il y aura peut-être une autre diffusion avant qui pourra te convenir. J'espère. Donc voilà. Bah, peut-être Et le puis Grand après, Bivouac, pareil, c'est pas loin de chez moi. on a pareil, après on a une page Instagram aussi qu'on essaye d'alimenter assez régulièrement avec à la fois des informations sur le film et la diffusion, mais aussi un peu sur bah, le voyage bas carbone. On essaye d'être le relais de bonnes nouvelles en ce qui concerne le voyage bas carbone ou de bons plans. Donc voilà, n'hésitez pas. Je peux aussi le trouver si vous le souhaitez. Trop bien. Merci Et beaucoup. merci Claude pour cette idée de titre pour un prochain film, La tête dans les étoiles. On est en train de recommencer.